J'ai un poisson. Dans mes voyages, j'essaie de me retrouver au bon endroit au bon moment pour enquêter sur ce qui est arrivé à des gens présents au mauvais endroit au mauvais moment. Je vais me rendre en Colombie, considéré comme le pays le plus dangereux d'Amérique du Sud, pour enquêter sur la mort tragique d'une jeune mariée assassinée lors de sa lune de miel. Il me faudra reconstituer les événements qui ont mené à sa mort. C'est mieux. Afin de découvrir l'identité de l'escrimeur colombien. Parfois, ce qui se passe en une fraction de seconde peut décider de la vie ou de la mort de quelqu'un. Et un conte tragique de l'Amazone me reste en tête. Un couple était en lune de miel sur les berges de l'Amazone. La jeune femme avançait dans les hauts fonds. Lorsqu'elle a été entraînée, son corps a fini par être retrouvé dans des remous en aval, sans que l'identité de l'assassin ne puisse être déterminée. Dans la plupart des cas de mort brutale, il y a une explication claire. Une noyade accidentelle ou parfois un meurtre. Mais de temps à autre, il existe une cause insoupçonnée. Un monstre de rivière. J'ai peu d'indices pour m'aider à résoudre ce mystère. Qu'est-ce qui pourrait entraîner une femme sous l'eau comme une poupée de chiffon? Mais je sais où commencer mes recherches. J'ai enquêté sur des décès à travers toute l'Amérique du Sud, mais jamais ici. Cette tragédie s'est produite sur une partie du fleuve Amazone qui s'écoule en Colombie. Je commence mes recherches dans la ville de Leticia. L'Amazone abrite de nombreuses créatures capables d'attraper et de noyer des êtres humains. Les suspects habituels sont le caïman, l'anaconda, le bagre lao-lao géant et même le requin bulldog. Mais les eaux peu connues de Colombie pourraient-elles être le repère d'un autre tueur? Je me dirige vers le port pour voir si les pêcheurs ont attrapé d'autres géants. J'arrive juste à temps. C'est le corps d'un très gros poisson-chat. Il dit que c'est un bagre lao-lao, une espèce que j'avais déjà vue au Brésil. J'ai déjà enquêté sur des histoires dans lesquelles les bagres lao-lao géants étaient accusés d'avoir entraîné vers le fond des êtres humains. Ils possèdent une gueule suffisamment grande et peuvent atteindre des tailles monstrueuses. Il faut être deux pour le soulever. L'os est énorme de ce côté-là, où ils ont coupé la tête. Je savais que ces poissons pouvaient faire cette taille, mais je n'en ai jamais attrapé d'aussi gros. Il doit faire 70 kilos, très gros poisson. Si cette chose-là vous attrapait la jambe ou toute autre partie du corps et ne vous lâchez pas, vous couleriez. La façon dont la jeune mariée a été entraînée sous l'eau place le bagre lao-lao en tête de ma liste de suspects. Mais je me demande comment un poisson aussi gros aurait pu passer inaperçu dans les hauts fonds où se trouvait le couple. J'ai une sérieuse enquête à mener. Je lance enfin ma ligne sur le pont d'une péniche, aux abords de la ville. Le temps ne joue pas en ma faveur. Un orage approche. Ces eaux sont pleines de poissons affamés. Il a une gueule très grande comparée à la taille de son corps. Je crois qu'on l'appelle bocon, ce qui veut dire grande bouche. Mais même à taille adulte,
Ces poissons-chats seraient encore trop petits pour avoir pu jouer un rôle quelconque dans l'incident. Je me demande si tout ce trafic en surface ne serait pas en train d'effrayer les monstres qui rôdent au fond de l'eau. Oui, c'est plus gros. Celui-ci est difficile à manipuler. Il a des épines acérées sur les nageoires pectorales et la nageoire dorsale. Il a ces sortes de crochets pointus sur des plaques le long du corps. Je vais voir si je peux le décrocher de l'hameçon simplement en le secouant. Des fois, c'est plus facile. Il y a beaucoup d'activités, mais ce ne sont que des petits poissons. Je dois faire quelque chose de bien plus gros. Quelque chose d'assez gros et dangereux pour avoir entraîné la jeune mariée au fond de l'eau. L'orage approchant, je me déplace sur les berges du fleuve. Très vite, les affaires reprennent. Ça, c'est bien mieux. Oh, il est fort. C'est une raie d'eau douce. Elle n'est pas énorme, mais elle a une bonne taille. C'est un type de raie que je n'avais jamais vu auparavant. Toutes les raies doivent être manipulées avec précaution, même celle-ci, qui n'a que de petites piques au lieu d'un long dard. Je dois tout de même faire un peu attention parce que tout le corps de l'animal est recouvert de venin. Même une éraflure contre ces petites pointes sur la queue serait grave, donc je vais me tenir éloigné. On va d'abord enlever l'hameçon. Les raies sont des parents des requins. Elles possèdent des dents, donc elles peuvent mordre. Mais jamais une raie ne pourrait attraper quelqu'un et le tirer sous l'eau. La logique exclut les raies de mon enquête. Je veux élargir mes recherches loin des eaux de la ville perturbées par le trafic. Je prends un bateau pour explorer les environs. Trouver les sources d'informations locales les plus fiables représente toujours une partie importante de toute enquête. Ici et là, le long des berges, se trouvent des communautés de pêcheurs amérindiens, pour la plupart du peuple Ticuna. Si qui que ce soit peut m'aider à résoudre cette affaire, ce sont bien ces gens. J'explique mon enquête, mais la communauté n'est pas au courant de la mort de la mariée. Ils n'ont cependant aucun doute sur le fait que quelque chose dans ces eaux puisse être responsable. Et on me parle de lacs voisins où des monstres continuent de se cacher. On me conseille d'aller trouver un ancien du village du nom de José qui pourrait m'aider. Pêcheur depuis toujours, José est heureux de pouvoir me parler de ces plans d'eau cachés et des monstres qui rôdent sous la surface. Il raconte qu'à l'époque, cet endroit avait très mauvaise réputation. Il était considéré comme très dangereux, infesté de caïmans et de gros serpents aquatiques. C'est la raison pour laquelle les pêcheurs ne venaient pas ici. Les caïmans et les anacondas font partie de mes suspects. L'un comme l'autre serait capable de tuer une femme. Les mots de José me rappellent alors combien la superstition et le folklore sont importants dans la Colombie rurale. Il me parle de quelqu'un qui a vu un très grand serpent avec un corps de 2 mètres ou 2,5 mètres.
2,50 m de diamètre. Et cet homme a été tellement malade à cause de cette vision qu'il a dû aller voir un chaman pour guérir. De temps à autre, apparemment, les gens voient l'eau trembler. Mais quand ça se produit, ils ne restent pas dans le coin pour voir ce que c'est. Ils s'en vont. D'après mon expérience, les plans d'eau cachés peuvent abriter des poissons géants. Et José a accepté de m'emmener vers l'un d'eux le lendemain. Le lac n'est pas loin, mais le trajet ne sera pas facile. D'autres villageois nous viennent en aide, et je comprends vite pourquoi. Au moment de quitter le fleuve, nous devons grimper une pente presque verticale. Je ne peux pêcher sans bateau dans ces eaux reculées, me dit-on, car les berges sont presque toujours inondées et envahies par la végétation. Ça va rebasculer? L'endroit est à quelques centaines de mètres. Ce qui a emporté le jeune marié pourrait-il se tapir dans ces profondeurs? Et les créatures qui se cachent derrière les récits de José seront-elles prêtes à jouer le jeu? De redoutables monstres, réels ou imaginaires, ont tenu la plupart des pêcheurs éloignés de cet endroit. Mais pas moi. D'emblée, le lac me semble être un repère idéal. C'est très calme. C'en est presque inquiétant. Nous bégayons aussi silencieusement que possible. Il y a de la vie là-dedans. Il y a des mouvements à la surface qui trahissent ce qui se trouve dessous. Et rapidement, un vieil adversaire révèle sa présence. Ok. Il y a une minute, c'était la moitié d'un poisson. Les piranhas posent toujours problème, mais une telle activité est exceptionnelle. Ils sont très voraces, et je peux dire ça en n'ayant lancé que 2 appâts. Il me faut contourner cette meute insatiable si je veux savoir quelle autre créature se cache ici. Il a fallu quoi? Je ne sais pas, 30 secondes. Nous tentons notre chance à différents endroits. Une fois à court d'appât, j'essaie 2 ou 3 leurres. Et je finis par tomber sur l'un de ces mangeurs d'hommes. C'est un piranha à ventre rouge, assez gros. C'est ça qui mange tous mes appâts depuis le début. Et même si je me sers d'un leurre voyant comme celui-ci, il se précipitera dessus. Aussi vorace soit-il, les piranhas ne font pas partie des suspects dans cette affaire. Il n'y avait pas de marque de morsure de piranha sur le corps de la victime. Mais ces animaux s'interposent entre moi et les coupables potentiels. Je suis à court d'idées. Je pense que tout ce qu'il me reste à faire, c'est garder mes derniers appâts et réessayer après la tombée de la nuit. Les piranhas seront peut-être moins actifs. Le tueur pourrait être juste en dessous à cet instant, mais je ne peux rien voir dans cette obscurité.
été immédiat. Ils ont pris l'appât au moment où il a touché l'eau. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont coupé la ligne à bien 30 cm de l'hameçon. Je pense que je suis en train de perdre mon temps. Je suis à court d'appât, à court d'hameçon et de matériel. Les piranhas rendent les choses impossibles. Après minuit, je finis par être aussi à court de patience. Et je repars à Laetitia. Il n'y a pas qu'avec ma canne à pêche que j'obtiens des indices. Alors que je n'ai presque plus d'idées, on m'adresse à un homme qui a travaillé dans un hôpital du coin pendant de nombreuses années. Il pourrait avoir des informations. Je retrouve Don Alvaro dans une église du centre-ville. What is this? Was that Don Alvaro? Il se souvient très bien du tragique incident. Y seguro la esposa pasó apercibida, pero cuando se dio cuenta que la señora no estaba. Ça corrobore l'histoire que j'avais entendue avant de venir ici. Before I came here, Entonces él trajo la señora al Amazonas. a couple Un couple s'est marié au centre du pays, puis est venu jusqu'au fleuve pour sa lune de miel. C'était l'époque de l'année où le niveau de l'eau est bas. On trouve de grandes plages, et c'est là que les gens viennent passer du temps et se baigner. En un éclair, quelque chose entraîna la jeune femme sous l'eau. 3 días. C'est alors que Don Alvaro, dans son récit, laisse échapper un détail d'une grande importance. 3 days later, 3 jours plus tard, ils ont retrouvé son corps. De prime abord, il n'y avait aucune blessure. C'était un cadavre sans particularité. cause of death. La cause du décès était sans doute la noyade. Mais quand ils ont examiné le corps, ils ont trouvé une plaie. Une seule et unique plaie. Un trou dans la partie inférieure de la jambe. Lower leg. Otra cosa? No. No, solo eso. La jeune femme aurait été vivante au moment où la blessure a été infligée. Et quelle que soit la chose responsable, c'est cela qui l'aurait tuée. Ce n'était pas un trou laissé par une balle d'arme à feu, mais une perforation. Cela pourrait être un indice vital pour connaître l'identité de l'agresseur. A caiman Un caïman laisserait des marques évidentes sur la jambe de quelqu'un et causerait beaucoup de dégâts. damage. An anaconda. Un anaconda laisserait de nombreuses perforations. Bull sharks. Les requins bulldogs remontaient l'Amazone et ils le font peut-être toujours, mais ils laissent eux aussi une signature très claire. Catfish. Quant aux marques laissées par les poissons-chats, elles sont comparables à du papier de verre extrêmement rugueux. Donc une fois qu'on a éliminé tous ces suspects, il ne reste qu'une seule créature qui, selon moi, aurait été capable d'infliger une telle blessure. Inflicting such an injury. Une créature que j'avais éliminée de mon enquête. Une raie. Sa pointe barbelée laisse une seule plaie béante dans le corps de ses victimes. En temps normal, cette pointe se retire. Mais dans certaines circonstances, pourrait-elle rester logée dans la chair? C'est un scénario cauchemardesque qui se dessine alors. Une raie aurait-elle pu, en ayant harponné la jambe de la jeune mariée, l'entraîner sous l'eau et la noyer? This is something C'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, et pour être honnête, ça me semble très peu probable. and it's going Il va vraiment falloir le prouver. Après notre entretien, je pars en direction de l'endroit où la mariée a été tuée. Bien que Don Alvaro ne connaisse pas l'emplacement exact, c'est en amont de Laetitia, près du village de Puerto Nariño, où il travaillait comme infirmier au moment de l'attaque. Il me met en relation avec un pêcheur du nom d'Armando, qui vit dans le village et accepte de m'aider. Puerto Nariño n'est pas très loin en amont de Laetitia, mais c'est un tout autre monde. C'est un lieu coupé du reste du pays
et accessible uniquement par le fleuve. Nous arrivons au crépuscule. Je vais maintenant chercher des plages comme celle sur laquelle la mariée a été tuée. C'est de nuit que les raies chassent le plus activement. Après le coucher du soleil, Armando accepte de m'emmener dans un endroit bien connu pour ses nombreuses raies. Pour appuyer ma théorie, il me faut d'abord démontrer que la pointe d'une raie pourrait rester logée dans la chair de sa victime et transformer ainsi sa queue en un lasso mortel. Pour cela, j'ai un plan. Une expérience pour observer par moi-même l'attaque d'une raie. Mais il me faut d'abord en attraper une. Et ce ne peut pas être n'importe quelle raie. L'animal doit être doté d'une épine solide au bout d'une longue queue. Ça ressemble à une raie. C'est comme s'il y avait toujours de la tension sur la ligne. Elle a arrêté d'avancer, mais la ligne est toujours tendue, et il y a comme une légère impression de succion. J'imagine qu'elle va se remettre à bouger dans un instant. Voilà. Ouais, c'est bel et bien une raie. Je reconnais ces motifs spectaculaires. C'est une botte à motrigon Motoro. Ces raies ne sont pas gigantesques, mais celle-ci est la taille idéale pour mon expérience. C'est une chose de voir cette pointe s'agiter dans tous les sens, mais je veux voir ce qui se produit quand elle entre en contact avec quelque chose, avec de la chair. J'ai apporté un jambon. La chair du jambon est très similaire à la chair humaine, donc on va voir ce qui se passe. La pointe est entrée entièrement et directement. La raie a investi tout le poids de son corps pour y parvenir. La pointe est entrée jusqu'au bout. Cela me surprend. J'imaginais que le coup serait porté plus au hasard. La raie semble se positionner à côté de sa cible comme un tireur d'élite, en visant à l'endroit où la pression est exercée sur son corps, avant d'enfoncer violemment son dard dans la chair. Au moment où la queue se retire, plus d'une centaine de petites pointes, orientées vers l'arrière, lacèrent la chair comme un couteau à dents. Instinctivement, la raie s'enfuit après avoir porté son coup. Je répète le test, et cette fois-ci, quelque chose de remarquable se produit. La queue n'est pas ressortie. Elle est toujours logée dans la chair. C'est là la preuve que je cherchais. La queue d'une raie peut rester logée dans la chair de sa victime. Il y a évidemment une part de hasard là-dedans. Si la queue entre à un certain endroit, elle va ressortir. Si elle entre dans la chair à un autre endroit, elle va aussi ressortir. Mais quelquefois, elle va rester coincée. Ce que je viens de démontrer appuie ma théorie selon laquelle la mariée aurait pu être harponnée au niveau de la jambe et se faire entraîner sous l'eau. Mais ce n'est toujours qu'une théorie. Cet incident est le seul dont j'ai entendu parler. Et il reste toujours la question de la taille de la raie. Cela dit, je ne pense pas que ce spécimen puisse emporter un adulte sous l'eau. Soit on s'en débarrasserait en secouant la jambe, soit on sortirait de l'eau en rampant avec la bestiole toujours attachée à soi. Pour apporter la preuve irréfutable qu'une raie pourrait avoir tué la jeune mariée, il me faut en attraper une qui soit équipée d'un dard similaire, mais qui soit assez grande et puissante pour avoir entraîné la jeune femme vers le fond. Sans plus gros que ça. L'expérience de la veille m'a donné mon principal suspect. Une grande raie de l'ordre des miliobatiformes. Mais je n'ai jamais entendu parler de raies géantes dans cette partie de l'Amazone. Je parle donc de mon enquête à un pêcheur de Puerto Nariño. Le savoir des autochtones est toujours une bonne piste à suivre. Personne ne prend les raies pour cible.
Et quand celle-ci mord accidentellement à l'hameçon, les pêcheurs coupent leur ligne ou coupent la queue de la raie, tout ce qui puisse leur éviter de les manipuler vivantes. Armando me propose de l'aider à ramener ses lignes, puisque lui aussi faire souvent des raies. Cette fois, il y en aura peut-être une géante. C'est un poisson. C'est un poisson. Ouais. C'est une raie. C'est une raie. Celle-ci possède 2 épines et toutes ces autres petites pointes qui doivent être recouvertes de venin. Et voilà, ce n'est pas une raie monstrueuse. J'en ai attrapé des bien plus grosses. Mais celle-ci serait bel et bien capable d'infliger une plaie très grave. En ramenant le reste des lignes, nous n'attrapons que des raies. Il y a quelque chose. Ce ne sont pas les géantes que je recherche. Une autre. Mais elles sont si nombreuses qu'elles devancent toute autre créature. Belle taille. Non seulement ces eaux abritent beaucoup de raies différentes. Il y a un poisson, c'est sûr. Mais elles ont toutes quelque chose de terrible en commun. Leur artillerie. Il y a 2 dards ici, puis ces autres petites pointes qui ont l'air très vilaines à la base de la queue. Ce long fouet pourrait infliger de gros dégâts. Après avoir ramené les lignes d'Armando, il est à présent clair que ces eaux grouillent de raies, dont certaines étaient pour moi inédites. Mais je n'ai pas trouvé de géante capable d'entraîner une femme sous l'eau. Nous interrogeons donc certaines petites communautés du coin afin de voir si quelqu'un aurait des informations sur des raies monstrueuses. Je comprends vite que les gens dans cette région vivent avec un démon parmi eux. Je viens de demander à cet homme s'il connaissait quelqu'un qui avait été attaqué par une raie, et il m'a parlé de son fils qui a été touché à la cheville, où il reste une cicatrice très visible. Il a failli perdre son pied. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui ont été attaquées par des raies? Tout comme les raies, les histoires sont nombreuses. J'ai dû rester à la maison pendant 3 mois. Je ne pouvais ni marcher, ni travailler, ni faire quoi que ce soit. J'ai beaucoup souffert, j'en pleurais. J'avais envie d'en finir. J'ai vu de nombreuses blessures. Mais pour certaines victimes, comme Dahlia, la perforation initiale n'a été que le début du cauchemar. L'eau ne lui arrivait qu'à la cuisse. Elle se trouvait à quelques mètres de la berge, et c'est là qu'elle a marché dessus. Dans son cas à elle, le vrai problème, c'est qu'une infection en a résulté et qu'elle a été extrêmement tenace. Les plaies relativement petites infligées par des raies peuvent très vite se transformer en infections graves. Cela est dû au venin qui recouvre la pointe et tout le corps de la raie. Une fois injecté dans la chair humaine, ce venin commence à décomposer les tissus, ce qui peut entraîner une forte fièvre, des palpitations cardiaques, des hallucinations et même le décès. Heureusement, ils ont fini par contrôler l'infection. Dahlia s'est maintenant remise. Ça a été une expérience affreuse, mais ça aurait pu être bien pire. Les jours suivants, Armando m'emmène dans les meilleurs coins de pêche qu'ils connaissent. Je change mon matériel et varie les appâts. Mais les piranhas m'empêchent une fois de plus d'avancer dans mon enquête. Je n'ai plus d'appât. Les cours d'eau de Colombie, notamment de nuit, sont le théâtre d'actes illégaux. Mais je dois ignorer le danger potentiel qui m'entoure et continuer de pêcher une fois le soleil couché. Joli poisson-chat. J'essaie de garder le moral. Mais après des journées de pêche sans résultat, je commence à me demander si je mettrai un jour la main sur ce monstre. Je poursuis cependant ma quête d'une raie géante. Il a sauté dans le bateau. C'est peut-être un présage. Et malgré des signes prometteurs, l'histoire se répète. Il y a quelque chose? Aucune marque de morsure qui puisse indiquer la présence d'une raie. J'ai épuisé toutes mes idées et toute ma chance. Une autre soirée décevante arrive à son terme
lorsque quelque chose vient aider mon enquête. Yeah, my boat's Mon got appât n'est plus là, as a mais fish. il y a un pêcheur au milieu de la rivière. Je vois sa lumière. Might just Je vais aller voir ce qu'il a attrapé. God. Contrairement à moi, ce pêcheur du coin a eu une soirée rentable. Ils appellent ça un corvina, There's some catfish. puis un autre poisson-chat. That is a Cette chose est très bizarre visuellement. This fish here, Ici, on appelle ça un mata-caïman, which means ce qui veut dire tueur de caïman. Si un caïman essaie de l'avaler, ce poisson hérisse ses nageoires et ces choses-là perceront l'intérieur de la gueule du caïman. Il dit qu'il a attrapé tous ces poissons en 10 minutes, donc ça montre que quand on connaît ses eaux, la rivière peut être très généreuse. Alors que nous abordons le sujet des raies, Léo me donne des informations qui font froid dans le dos. J'ai vu qu'il portait des bottes et il m'a dit que c'était parce qu'il fallait être très prudent dans les hauts fonds. Et ce qu'il me dit confirme que mon idée farfelue du harpon n'est pas une simple théorie, mais une réalité macabre. Cet incident s'est produit il y a quelques années. Léo et son père pêchaient sur l'une des nombreuses plages du fleuve. À cette occasion, son frère de 10 ans avait décidé de les accompagner. Pendant qu'ils pêchaient, le frère de Léo se trouvait non loin de là, occupé à jouer dans l'eau. Bien conscient des dangers du fleuve, Léo gardait un œil sur lui. Mais l'assassin a pu porter son coup sans être vu dans les hauts fonds. Il a entendu son frère hurler. En arrivant, il était mort. Il avait été noyé. Ils l'ont sorti de l'eau. Et la raie était toujours attachée à son pied. Sa pointe s'était enfoncée dans la jambe et n'était pas ressortie. L'animal avait ainsi noyé l'enfant. the stingray. La raie devait faire ça de large. Cette histoire tragique est identique à l'affaire sur laquelle j'enquête, à un élément près. La victime était un enfant. J'ai senti la puissance de raie de taille identique à celle que Léo décrit. Mais un tel animal n'aurait jamais pu m'entraîner sous l'eau. Pour entraîner et noyer une femme adulte, une raie doit être plus grande. Mais je n'ai jusque-là pas rencontré de géante colombienne. Il me faut plus d'informations de la part des autochtones. Heureusement, Léo connaît ses eaux et me parle d'un endroit qu'il pense être infesté de raies. Des spécimens géants pourraient même s'y trouver. Mais avant de me lancer à la poursuite d'un tel monstre, Léo me conseille vivement d'obtenir une protection. Bien que la religion chrétienne soit répandue dans cette communauté, la superstition pousse toujours à faire appel aux chamans pour obtenir une aide spirituelle. Non seulement cette cérémonie augmentera mes chances de ferrer un monstre, mais elle m'offrira également une protection si je finis par avoir un assassin au bout de ma ligne. Je suis arrivé sur les berges de l'Amazone, au sud de la Colombie, sans savoir ce qui était responsable de la mort d'une jeune mariée. Il ne me reste plus qu'un suspect. Et maintenant, la dernière pièce qui manque à ce puzzle tragique est une raie assez grande pour entraîner une femme sous l'eau. Armando m'emmène au coin de pêche suggéré par Léo, le pêcheur que j'ai rencontré la veille au soir. Le lieu en question se situe près du village. Je suis cependant inquiet sur un point. Je ne m'attendais pas à devoir pêcher une raie géante. Cette canne à pêche pourrait bien ne pas faire le poids.
Elle m'a déjà remonté un arapaima de la taille d'un homme, mais une raie géante se sert de son corps plat pour se coller au fond des rivières. Ramener la ligne reviendrait plus à soulever une épave de bateau qu'un poisson. Je pêche au bout du Nil, c'est là qu'on vient de jeter l'ancre. Je vais lancer la ligne dans le courant de ce côté-ci. Il y a des remous derrière moi, donc c'est l'endroit parfait pour que quelque chose arrive. Je prends à nouveau conscience des dangers d'un fleuve frontière, notamment de nuit. Alors que le soleil se couche, tout le monde rentre se mettre à l'abri chez soi. C'est une raie. C'est une raie. Elle y va, dis donc. Elle va vite. J'ai fini par ferrer ce qui semble être une raie géante. Je dois maintenant la ramener à moi. Les minutes passent et la nuit tombe. Le problème avec les raies, c'est qu'on a toujours l'impression d'avoir coincé sa ligne. Plus aucun signe, puis d'un coup, le poisson se remet à bouger. Elle tire comme il faut. Les raies ne sont pas des poissons que j'aime vraiment manipuler. Ce ne sont pas non plus des poissons que j'aime ferrer, parce que si on en attrape un gros, c'est un combat très long et très fatigant. J'ai déjà été aux prises avec des raies géantes par le passé, mais jamais sur un si petit bateau ou dans le noir. Je sais que ce spécimen est plus gros que tous ceux que j'ai attrapés en Colombie. Mais une fois collé au fond de la rivière, il est difficile de déterminer exactement la taille de la bête à laquelle j'ai affaire. Pour confirmer ma théorie, il me faut une raie qui soit assez grande pour entraîner un adulte vers le fond. Elle tire trop. Puis... Je me rends compte que je ne peux soulever cette raie depuis l'endroit où je suis. Nous devons rompre nos amarres pour changer mon angle d'attaque. Mais moi et ma canne à pêche subissons maintenant une tension bien plus importante. Le bas de la canne à pêche m'appuie sur l'estomac. Après avoir parcouru tant de chemins et combattu si ardemment, briser ma canne à pêche et perdre cette raie serait le pire scénario possible. Mais dans cette lutte titanesque, quelque chose va devoir céder. Elle remonte, elle remonte! La ligne est intacte? Oui, c'est bon. La canne a rompu, mais pas la ligne. C'est du corps à corps. La situation est problématique. Ça va être intéressant. Je ne connais pas la taille de cette raie, mais en une seconde, la bataille est devenue bien plus dangereuse. Je dois faire attention à ne pas me faire attraper la main dans la ligne. Une boucle dans ma ligne pourrait se transformer en un nœud coulant mortel. Si ça casse, je passe à l'eau. Je ne veux pas me faire emporter vers le fond comme le frère de Léo, la jeune mariée. Elle remonte doucement. Je vois l'extrémité de ma canne brisée. Le poisson ne doit plus être très loin. Si ce poisson était accroché à ma jambe, si sa pointe était logée dans mon pied, je ne pourrais rien faire, absolument rien.
J'ai les genoux qui tremblent. Ah, la voilà. Elle est énorme. Qu'elle est grosse. C'est une raie monstrueuse que je viens de sortir de l'Amazone. Bien assez forte pour me faire passer par-dessus bord ou harponner une jeune mariée si elle possède l'armement nécessaire. Pour le savoir, il me faut l'amener jusqu'au rivage. Il me faudrait une plage avec une pente douce. Malheureusement, ici dans le noir, je ne dispose que d'une berge pentue et glissante, et je n'ai pas affaire à n'importe quel monstre de rivière. Avec tout autre poisson, il n'y aurait eu aucun problème dans cette situation. Je l'aurais saisi avec les mains, et ça aurait été réglé. Mais avec celui-là, si j'essaie de l'attraper, il va se sentir encore plus insulté, encore plus agressé. Et il a au bout du corps une pointe extrêmement vilaine. Je ne veux surtout pas m'en approcher. Et voilà. J'ai cru que j'y arriverais pas. Je me suis servi d'une tresse d'une résistance de 70 kg, d'une ligne nylon 50 kg, puis d'une Kevlar 70 kg, et quand cette chose l'a attrapée, elle l'a tiré d'un coup. Si j'avais pas eu de frein sur mon moulinet, j'aurais fini à l'eau. Avec une canne à pêche, on sent vraiment la puissance de l'animal. Et celui-là était puissant. Si ces pointes-là, il y en a deux ici, vous rentrez dans la jambe avant de ressortir, ce serait dramatique. Mais si elle rentrait et restait logée dans la chair, ce serait encore pire. Si cette chose décidait de repartir vers des eaux plus profondes et que vous étiez accroché à elle, vous ne pourriez absolument rien faire. Après avoir senti la puissance brute de ce monstre de rivière colombien, je n'ai maintenant plus aucun doute sur ce qui est arrivé à la jeune mariée. Ce poisson aurait facilement pu être responsable. Je pense qu'une raie de cette taille, avec cet armement, est le coupable de cette affaire. La jeune mariée n'avait aucune chance. L'animal a dû frapper en une fraction de seconde avant de l'entraîner dans les profondeurs de l'Amazone. J'ai passé beaucoup de temps sur l'Amazone, mais les raies géantes de Colombie sont nouvelles pour moi. Les scientifiques de la région ne savent pas combien elles sont dans ces eaux, ni les tailles maximales qu'elles peuvent atteindre. Mais une chose est certaine, la jeune mariée n'était pas la première et ne sera pas la dernière à faire l'expérience de leur puissance meurtrière.